Les amis, bonjour, nous allons aujourd'hui parler du film Mission Impossible Final Reckoning, réalisé par Christopher McQuarrie avec dans les rôles principaux Tom Cruise, Hayley Atwell et Simon Pegg. Alors, le petit pitch de rigueur, Ethan Hunt et son équipe sont aux prises avec l'Entité, un programme informatique qui est devenu totalement autonome et qui a piraté plusieurs arsenals nucléaires dans le monde. Voilà les amis, bon pour la faire courte, c'est le 8e volet de la saga Mission Impossible, une saga que, vous le savez, j'affectionne particulièrement, même si elle est évidemment composée de 8 films assez inégaux. Bon, pour rappeler un peu le début de la saga, on est en 96, le projet est lancé sous la houlette de Brian De Palma en tant que réalisateur et chapeauté quand même au-dessus par Tom Cruise, voilà, qui va en faire vraiment son projet. Ça se passera bien d'ailleurs entre les deux hommes, contrairement à ce qu'on a beaucoup raconté. Mais effectivement, au final, on a un film qui ne rappelle pas tellement son matériau d'origine, à savoir la série télé Mission Impossible. Au niveau de ses péripéties, de ses scènes d'action, on est vraiment sur autre chose. En plus, Jim Phelps, qui était le héros de la série, est incarné ici par Jon Voight, qui joue un traître. Donc, c'était vraiment une façon peut-être de prendre la série pour ce qu'elle était, de la casser et de partir sur d'autres bases, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, mitigé pour les fans de la série, plutôt satisfaisant pour les fans de Brian De Palma, ça restait quand même un film du maître, avec une mise en scène vraiment au cordeau. J'avais trouvé ça, voilà, on va dire, plutôt pas mal. Le 2, réalisé par John Woo, partait dans des délires pas possibles, à base de ralentis et de pigeons qui s'envolaient, ce qui était la marque de fabrique de son cinéma de l'époque, mais qui ne collait pas du tout avec l'univers Mission Impossible. Le 3 était gentillet et faisait un peu l'effort. Et c'est à partir du 4 que j'ai vraiment commencé à apprécier la saga. Mission Impossible, donc Protocole Fantôme, l'un des meilleurs volets, si ce n'est pour certains le meilleur. Moi je me tâte encore, hein. J'aime bien le 4, j'aime beaucoup le 6 également. Voilà, à partir du suivant, c'est Christopher McQuarrie qui va réaliser les films, hein, les épisodes 5, 6, 7 et 8. Bon, je vous l'ai déjà dit précédemment, j'aime beaucoup le niveau d'investissement de Tom Cruise sur ces films-là, notamment au niveau des scènes d'action, au niveau des cascades live. Vous savez que j'apprécie ça. Voilà, donc que vaut ce 8e épisode que certains pensent être le final de la saga. C'est vrai que tout donne l'impression, la bande-annonce, les interviews, qu'on est sur une fin d'arrêt de la chose. Bon, vous verrez, c'est pas si clair que ça. Bon, ce 8e épisode est un bon cru. Voilà. J'avais bien aimé le précédent, Dead Reckoning, avec des réserves quand même, en reconnaissant que le film qui durait 2h45 possédait quand même quelques longueurs. Je pense que pour moi il y avait une demi-heure de trop. Et alors que bizarrement, ce 8e épisode dure 5 minutes de plus, hein, on est à 2h50. Et pourtant, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Il m'a semblé beaucoup plus fluide. Alors, je pense qu'une partie du problème, c'est que l'épisode précédent avait tendance à complexifier une intrigue finalement assez basique, avec surtout énormément de personnages. Au bout d'un moment, c'était un peu indigeste. Et voilà, et moi, quand j'ai mal au ventre, je m'ennuie. Là, l'intrigue est quand même beaucoup plus dégraissée, va au but, et effectivement, on a un petit peu moins de monde à l'écran. Donc voilà, en termes de spectacle, je m'y suis plus retrouvé. C'est un petit peu, je fais une parenthèse, je suis plus fan à un petit niveau du Hobbit que du Seigneur des Anneaux. Voilà, moins de personnages, une intrigue plus claire, on va dire. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est les vieux. Alors, cet épisode, effectivement, ne m'a pas ennuyé. Alors, ce que disent actuellement ces détracteurs, et je dois le reconnaître qu'ils ont raison, ils disent, oui, c'est nul, il n'y a que 2 scènes d'action. Alors, on va dire qu'il n'y a que 2 gros morceaux de bravoure dans le film, c'est vrai. Vous les voyez, vous les apercevez dans la bande-annonce, une scène qui se déroule dans un sous-marin russe échoué, et l'autre, évidemment, à bord d'un petit biplan auquel est accroché l'ami de Tom Cruise. Voilà. Bon, vous avez vu ça dans la bande-annonce. Effectivement, c'est les 2 gros morceaux du film. Alors, ça n'empêche qu'il y a d'autres scènes d'action, notamment dans les 3 premiers quarts d'heure, essentiellement des bastons
très très bien chorégraphié, et puis voilà, avec une mécanique, je suis capturé, je m'échappe, etc., qui revient un peu avant d'attaquer les gros morceaux du film. Alors, effectivement, je m'y suis pas du tout ennuyé. Je pense que c'est également une affaire de génération. Malgré le semi-échec du volet précédent qui n'a fait que, je crois, 350 millions de dollars de recettes dans le monde, alors que la moyenne des autres se situe plutôt aux alentours de 500, entre 500 et 700 millions de dollars dans le monde, ou un peu déçu au niveau des performances par le dernier épisode. On aurait pu se dire que Tom Cruise allait un petit peu vouloir corriger le tir, être davantage à la mode, plaire aux jeunes et à la génération TikTok. Et bien pas du tout. Il récidive avec un film qui, je dirais pas qu'il prend son temps, mais avec une mise en scène qui est pas surdécoupée, qui est lisible, qui insiste sur certains plans très beaux. Voilà, je pense notamment à un 360 degrés à un moment donné où Tom Cruise est sous l'eau et enfin, bref, j'ai apprécié ça. Comme le film est essentiellement tourné dans des décors, dans des vrais décors ou alors du vrai dur, eh bien effectivement, on prend un peu plus le temps de nous montrer tout ça et ça en vaut la peine. Je pense notamment à l'exploration de ce sous-marin russe qui est tourné dans des décors en dur, le décor avec des vérins hydrauliques pour incliner le décor puisque le sous-marin bouge un peu évidemment. C'est assez spectaculaire et c'est très beau et puis quant à la scène effectivement concernant le biplan elle est juste bluffante. Alors après je pense, je le répète à nouveau et je vais mettre ma casquette de vieux con, je la mets. Effectivement, j'avais des ados à côté de moi, une gamine je sais pas, de 12 ans, et puis il y avait son grand frère de 17 ans à côté, et je pense qu'ils ont enduré un véritable calvaire, ça se tortillait sur son siège, ça n'en pouvait plus, ça s'emmerdait sec. Et ben c'est comme ça, je veux dire, oui, Tom Cruise a fait un film d'adulte, il a 62 piges, il a des références d'adulte, et pour lui, effectivement, quand on fait une cascade soi-même, eh ben, c'est intéressant de montrer que l'acteur principal est réellement accroché au train d'atterrissage d'un avion. Voilà, ça me paraît évident. Alors ça passera totalement au-dessus de la tête des moins de 30 ans, qui d'ailleurs ne sont pas forcément très fans de la saga. Hein, pour eux, c'est déjà old school. Ils préfèrent plus de spectaculaire avec du numérique. Voilà, ils vont se régaler à Fast and Furious. Quand on va leur expliquer que c'est quand même bluffant que Tom Cruise soit réellement accroché à un avion, Vin Diesel, il a été dans l'espace. Bon, voilà, là pour le coup, on est sur un problème véritablement générationnel. Oublions ça. Le film n'est pas exempt de défauts. On est clair, il y a un côté un peu trop solennel dans le film. Il y a des enjeux, effectivement, archi-dramatiques qui menacent le monde. Donc forcément, il y a une musique qui tend un petit peu, qui est très présente. Ça m'a pas dérangé, parce que j'aime une grosse présence de la musique dans les films, mais qui est très présente, très, un peu pompière, très martiale. À des moments très tendus, ça vient renforcer le côté grave des choses. Il y a une façon parfois d'utiliser des voix off un peu redondantes, des voix off qui vous expliquent ce qui s'est passé, ce qui aurait pu se passer, ce qui va se passer, image à l'appui. Il y a un côté très didactique, comme si effectivement on voulait perdre personne sur la route. Donc vraiment, pour nous expliquer au mieux l'intrigue, qui n'est pas non plus très compliquée, mais voilà, comme il s'est écoulé quand même plus de 2 ans entre les 2 derniers films, il est bon de rappeler certaines choses. Bon, je le répète à nouveau, c'est de la bonne ouvrage. Moi je me suis pas emmerdé. Je suis honnête, hein, je ne me suis pas du tout ennuyé parce que le film fait résonner en moi une vibe, comme disent les jeunes, que j'aime bien, qui m'a évoqué effectivement des films d'espionnage des années 70 à base de sous-marins, à base de banquises. Comme Zebra, Station Polaire, je crois, des choses comme ça. Ça m'a parlé et je suis, en matière d'exotisme, je suis très fasciné par les espaces polaires à perte de vue. J'aime bien ça et là, dans le film, on est passablement servi. Donc, je le répète à nouveau, c'est un bon cru. Alors, est-ce vraiment la fin de la saga? Ça pourrait, ça pouvait très bien d'ailleurs s'arrêter à la fin du 6e épisode. J'ai l'impression que ces 2 derniers épisodes sont un peu c'est du bonus, on va dire.
Mais contrairement à d'autres sagas où effectivement on a tourné 2 films en même temps et on laissait un en deux pour les raisons commerciales, là vraiment le film a été tourné après effectivement le précédent et pas en même temps. Donc voilà, on a vraiment un travail de cinéma quand même sur ce film. Alors ça pourrait être la fin, oui et non. Après, voilà, si il y a matière, pardon, il y a matière à éventuellement, voilà, poursuivre les aventures d'Ethan Hunt, si besoin était. Bon, alors après effectivement, il y a un côté très mégalo de Tom Cruise, côté mégalo qui est certainement lié aussi à son souci de perfection. Les deux vont avec. Et effectivement, c'est très centré sur lui, notamment dans ces fameuses scènes d'action que j'évoquais avec vous. Mais il y a comme une envie peut-être de laisser, de passer un petit peu à la postérité avec sa saga Mission Impossible. Alors je ne sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas, je suis sûr que ces films-là, avec leur cascade assez démente, survivront beaucoup plus longtemps dans l'histoire du cinéma que tous les films, effectivement, à base de CGI à gogo. Je veux dire, dans 30 ans, on verra ça, on dira, bah oui, l'acteur a vraiment fait ça. Ça a vraiment été tourné, les avions ont vraiment été filmés dans le ciel. Ben, je pense qu'il y a une palanquée de gens qui diront, non, pas possible. Donc, en cela, ces films seront voilà, plus immortels que d'autres bouses en matière de films d'action. Bah voilà, je vous ai à peu près tout dit. Je trouve qu'on retrouve le même esprit que dans le film précédent en termes de dangerosité. C'est-à-dire qu'on sait que le héros s'en sortira, bien évidemment, un spoil. Mais et on arrive à nous faire croire, effectivement, à donner une certaine crédibilité, cette fameuse suspension d'incrédulité, pardon, parce que on arrive voilà, à nous faire croire à l'incroyable. Et c'est notamment pour ça qu'il y a un côté très sentencieux où les personnages annoncent des choses, la fin du monde assez régulièrement. Voilà. Donc il y a une volonté de nous faire croire que ce qui se passe à l'écran est grave. Et il y a cette faculté de Tom Cruise à finalement assumer son statut de héros quasi invincible, mais dont l'arme la plus incroyable reste quand même la confiance. Voilà, le mec sait qu'il a une chance sur 1 million, il y va quand même. Et malgré ça, nous spectateurs, on arrive quand même à être pris dans le truc, à avoir des frissons. Je répète à nouveau, la scène du biplan est démentielle. Voilà, moi voilà, j'étais comme ça parce qu'en plus quand on sait que Tom Cruise a tourné la séquence, ouais, alors les ronchons ont dit ouais mais il était attaché à l'avion, ouais tu m'étonnes. Mais cette scène qui est voilà, si je dois vraiment sélectionner un morceau de bravoure, c'est celui-là. Elle est hallucinante. Elle est en plus filmée sur la durée. Je crois que ça doit bien durer près d'un quart d'heure. Et elle est juste démente, incroyable. Voilà, ça surclasse évidemment. Beaucoup de scènes d'action de ces 15 dernières années. Voilà, c'est le dessus du panier. C'est du bon artisanat. Bon, artisanat quand même, qui a coûté, si j'en crois les chiffres, près de 400 millions de dollars de budget. C'est colossal, hein, c'est un qui tout double. Sachant que l'épisode précédent, qui avait déjà coûté, je crois, 290 millions, a été un semi, on va dire, un semi-échec. Bref, bah voilà, je pense que si vous n'aimez pas la saga, c'est pas la peine d'insister avec ce 8e volet. Si vous l'appréciez, c'est un bon cru. Voilà, plus je trouve mieux foutu que le précédent. Et je me vois donc dans l'obligation de vous le recommander, les amis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Portez-vous bien, continuez à aller en salle, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao!